En fait, il apparaît que au niveau dans certaines régions du Sénégal, en fait, c'est une pratique qui a beaucoup diminué. Et dans certaines régions du Sénégal, en particulier au niveau de la région de Kolda, on retrouve au moins 80% des femmes, plus de 80% des femmes qui sont sujettes à ces mutilations génitales féminines. Mais dans certaines autres régions, cette pratique est beaucoup plus rare. Mais on se rend compte que c'est au niveau des régions frontalières, au niveau à l'est et au sud-est du pays, que cette pratique est surtout réalisée, également au nord. Peut-on avoir des chiffres? Je n'ai pas de chiffres précis. Il faudra peut-être que l'on se rapproche de mon collègue, de M. Ndoye, du ministère de la Femme, qui aura peut-être des chiffres beaucoup plus précis à vous donner. Concrètement, pouvez-vous revenir sur les causes de cette phénomène? Les causes, en fait, la pratique des mutilations génitales féminines, en particulier de l'excision, remonte à... C'est une pratique quasi ancestrale. Et c'est une pratique rituelle, cultuelle, qui fait que... En fait, c'est une pratique initiatique qui fait que dans certaines communautés, on fait l'excision pour appartenir à un groupe. Et donc, les groupes qui le font estiment que si jamais la personne ne le fait pas, elle n'est pas intégrée dans ce groupe-là. C'est ce qui fait qu'il y a une perpétuation de cet acte-là. Et aujourd'hui, à quel niveau se sont vraiment les corps? Non, cette volonté, c'est une volonté politique très forte, parce que même déjà depuis 1999, il y a une loi qui a été votée qui pénalise un peu cet acte-là. Et puis il y a différentes associations, différentes ONG qui interviennent pour lutter contre ces mutilations génitales féminines. Et là, en l'occurrence, ce sont les parlementaires qui ont pris à bras le corps cette problématique pour contribuer en éduquant les personnes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à côté de la pénalisation, il faut quand même un gros volet d'éducation pour que ces personnes-là puissent être informées des conséquences de cet acte pour pouvoir les convaincre à les abandonner. À la lumière du plaidoyer que vous menez depuis plusieurs semaines, Oui. l'année dernière, Oui. est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste vraiment? Oui, tout à fait. Il y a tout à fait des raisons d'être optimiste, dans la mesure où à chaque fois que cette projection a été faite, parce que en fait, moi, mon rôle, c'est un peu le plaidoyer et l'argumentaire médical. Et je donne j'explique en fait d'où vient cette pratique, et je parle des conséquences immédiates à moyen terme et à court terme de cette pratique-là, avec les conséquences aussi bien sur le plan de la santé, sur le plan de la vie, sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire qu'à long terme, ce sont des femmes qui vont même peut-être parfois avoir des problèmes au niveau des accouchements et tout ça, avec les problèmes sur la mortalité materno-juvénile et tout. Et donc finalement, on voit qu'il y a quand même un impact, dans la mesure où à chaque fois que cet exposé a été fait, les réactions qui ont été enregistrées au niveau de l'auditoire ont été des réactions de surprise et d'indignation. Et ce qui fait que, a priori, je pense que toutes les personnes qui ont assisté à ces exposés-là vont être des relais pour, au retour dans leur communauté, pour inciter celles qui le font à ne plus le faire. Avez-vous un message à lancer à la jeune féminine? Le message à lancer, c'est que de persévérer en fait de refuser que cette pratique-là continue, peut-être avec les autorités, que l'on renforce un peu tout ce qui est fait pour que cette pratique-là soit abandonnée. Et je pense que je suis assez optimiste, parce que vu les réactions qui sont enregistrées à chaque fois, parce qu'en fait c'est un peu l'ignorance qui faisait que parfois ça continuait, mais quand les gens voient ce que ça donne, a priori, je pense que logiquement, ça devrait petit à petit régresser et disparaître.